Ok, bah en tout cas, merci à toutes et à tous d'être là ce soir. Moi, je vais vous parler de développement web. Qui est développeur web ou développeuse web? Tac, tac. Ouh, il y en a presque. Donc voilà, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut développer des applications sur les nouveaux devices que vous avez peut-être vu apparaître, comme les Galaxy Fold, Galaxy Flip, et là c'est le Surface Duo de Microsoft, donc il y a un device qui se ferme, qui a deux écrans et qui s'ouvre dans l'autre sens aussi. Si vous voulez voir un peu plus près pendant les pizzas, je pourrais vous montrer. Voilà, on vient d'annoncer en plus le 2 il y a 3 semaines. Ça, c'était la version 1. Ok, globalement, je me suis déjà présenté, je m'appelle Olivier, donc je travaille chez Microsoft dans une équipe qui s'occupe des relations développeurs et mon métier, c'est d'aller vous rencontrer et vous montrer un peu ce qu'on veut faire avec nos outils, discuter avec vous, c'est avec les pizzas, c'est intéressant, pour prendre les feedbacks, savoir comment est-ce que vous utilisez nos produits, ce qui marche pas, et moi remonter ça aux équipes d'engineering. Je fais un peu le pont entre les deux. Et puis je suis GDE aussi, donc dans tout ce qui est technologie web, Google Developer Expert, c'est un programme chez Google pour la petite histoire un programme chez Google qui, comment dire ça, qui certifie des personnes comme experts sur les technologies. Il y en a dans plein de choses. Moi, c'est sur tout ce qui est standard web, donc je passe beaucoup de temps parce que j'aime ça, à analyser les réunions du comité ECMAScript, du W3C, etc., pour voir un petit peu à quoi va ressembler le web de demain, et notamment ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Voilà, moi, je suis pas venu pour raconter ma vie. Je vais sauter par la fenêtre. Bon, non, je plaisante. Ok, donc on va parler de dual screen device, un petit peu d'historique, hein, parce que finalement on voit arriver les téléphones, mais c'est pas les premières expérimentations de voir comment est-ce qu'on peut avoir une expérience sur même d'autres choses, sur des devices avec deux écrans. Euh, J'étais pas né, mais il y en a peut-être qui ont connu ce genre de device. C'était en 1982, et donc c'était Nintendo, je crois, qui avait fait cette console où ils avaient donc essayé une expérience où il y avait deux écrans. Alors là, c'était juste un écran qui était finalement une continuation de l'autre écran. Donc rien de bien révolutionnaire, mais c'était un test. Et on verra qu'en fait aujourd'hui on est toujours dans des tests. On ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas si ça va marcher, si dans 2-3 ans on aura tous des téléphones avec deux écrans, ou si en fait ça va pas marcher, on va revenir avec des téléphones comme on a aujourd'hui. Mais voilà, il y a des expérimentations dans l'histoire. On a eu des choses un peu plus récentes. J'étais né. Donc ça c'était en 2004. Et là ce qui est intéressant, c'est qu'on avait un écran qui était tactile. Donc on a essayé une autre expérience, on s'est dit il y a des nouvelles technologies, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec écran tactile. Troisième chose, j'étais né aussi. En 2010, j'ai mis celui-là, pourquoi? Il y a un écran tactile aussi, mais surtout c'était une console sur laquelle il y avait un navigateur web. Pas mal. Et donc on pouvait, pour les plus courageux, les plus courageuses, aller naviguer sur Internet. Bon, en 2010, Internet, c'était pas comme aujourd'hui, et d'une. Mais voilà, on pouvait naviguer, donc on était toujours dans cette recherche de à quoi pourrait ressembler l'expérience utilisateur d'un device à deux écrans. Parce qu'on est toujours là finalement, c'est arriver à voir, techniquement on peut le faire. C'est est-ce que l'expérience utilisateur, on arrive à l'adapter, et est-ce qu'il y a un besoin finalement qu'on peut soit créer, soit trouver pour ce genre de choses. Et puis aujourd'hui, du coup, on est sur des devices comme le Surface Duo que j'ai amené là, ou comme ceux qu'on voit, Samsung est très actif là-dessus. Il y avait des rumeurs comme quoi Google avait peut-être lancé un Pixel Phone Fold. Ça n'a pas été le cas, en tout cas pas pour l'instant, quand ils ont fait les annonces il y a 2 semaines. Voilà, et puis il y a pas mal d'autres expérimentations. Donc vous avez effectivement le Galaxy Fold tout en haut, vous avez des choses avec des écrans qui pivotent automatiquement comme à gauche. Vous avez celui à droite, c'est le Galaxy Flip qui ressemble finalement à un téléphone comme ça, mais qui se plie, qui devient tout petit carré. Donc intéressant. Et puis nous, pas mal au bureau, il y en a qui ont les ordinateurs comme vous avez en bas, surtout ceux qui travaillent dans tout ce qui est montage vidéo et images, qui ont un deuxième écran du coup en bas finalement un peu comme là, avec des Photoshop, etc. Ça a l'air assez pratique. Alors, quand on se dit on va développer des applications web pour des foldable devices, je dis foldable device parce qu'il n'y a pas toujours deux écrans. Moi, sur le Surface Duo, il y a deux écrans, pour la petite histoire. Là, il y a deux écrans. Sur les Galaxy Fold, c'est un écran qui se plie. Les deux ont des avantages et des inconvénients. L'avantage de l'écran qui se plie, c'est quand c'est ouvert, on n'a pas de charnière au milieu. On peut regarder une vidéo en plein écran. L'avantage de deux écrans, c'est que on s'en fiche de la taille de l'écran, je peux le retourner complètement dans ce sens-là, ce que vous ne pouvez pas faire avec un écran qui est plié, sinon il se casse.
parce qu'il ne peut pas grandir. Donc voilà, les deux ont des avantages et des inconvénients. Donc voilà, je parlais de foldable device et pas de double écran, parce que ce n'est pas le cas toujours. Donc où est-ce qu'on commence? Finalement, dans le web, il y a déjà des choses qui existent. Vous connaissez sûrement le responsive design si vous faites du web. L'idée, c'est, il y a peut-être en 2010, il y a 10 ans, je crois que c'est un peu plus récent que ça, tout ce qui est Media Queries. On avait des sites web sur desktop, on n'avait pas encore les... si, 2007, l'iPhone, déjà, on commençait à avoir quand même des devices avec des petits écrans, mais l'expérience utilisateur, c'était soit vous aviez un site fait pour desktop sur le téléphone et il fallait zoomer, soit vous aviez des entreprises qui faisaient deux sites, un mobile point, le nom du site, ou juste le site si vous étiez sur desktop. Donc c'était un petit peu soit vous codiez deux fois, soit l'expérience était pas ouf. Et du coup, on s'est dit, pourquoi réinventer la roue? Finalement, c'est juste un autre type d'écran, et donc on va réutiliser tout ce qui était responsive pour adapter notre interface à ce genre de device. Petit disclaimer, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'aime bien expérimenter des choses qui sont presque pas sorties. Donc ce que je vais vous montrer, c'est très expérimental. Vous verrez que les API, je vais vous montrer des API à l'écran qui sont déjà plus celles qu'il faut utiliser, mais qui sont celles que je vais vous montrer en démo. Je m'explique, c'est qu'aujourd'hui les API web elles sont développées et définies par un organisme qui est le comité ECMA et le W3C, donc si vous êtes plus côté JavaScript ou HTML, CSS. Et donc, c'est des conglomérats d'entreprises. Nous, Microsoft, on en fait partie. Vous avez Mozilla, vous avez Apple, vous avez PayPal, vous avez Facebook. Enfin, il y en a plein. Et ça peut prendre très longtemps pour faire des spécifications pour la simple et bonne raison qu'une fois qu'elles sont posées, on ne peut pas les modifier. C'est un peu la malédiction du web. On ne casse pas le web. C'est toujours la première règle quand on fait des nouvelles choses. Et du coup, si on les a mal implémentées, on le voit dans le JavaScript de nos jours, on ne les change pas parce que les développeurs qui les ont utilisés à un moment et on ne fait pas. Tout doit être rétro-compatible. Donc voilà, ça prend du temps pour poser des spécifications. Et du coup, je vais vous montrer des choses qui marchent dans les navigateurs aujourd'hui, derrière des flags, mais qui sont déjà plus bonnes dans les specs, parce que les specs avancent à une vitesse et l'implémentation dans les navigateurs à une autre vitesse. Vous verrez que Edge et Chrome ont implémenté des spécifications qui datent d'il y a 4 semaines, un mois, qui ont changé aujourd'hui, mais qui sont plus celles du coup qui marchent dans les navigateurs. Bref, vous verrez, ce sera beaucoup plus simple quand je vous montrerai. Alors, je vous ai parlé de responsive design. La première chose, quand on parle de responsive design, on pense à Media Query. Donc, on va faire du CSS. Media Query, ça permet d'avoir des règles CSS qui diffèrent en fonction de paramètres. En l'occurrence, les plus connus, c'est la taille du viewport, donc de votre fenêtre. Vous allez dire, voilà, j'ai ce CSS-là, si jamais ma fenêtre elle fait moins de 600 pixels, moins de 2024, moins de 2000, moins de 10 000, peu importe. Et donc, on s'est dit, on va repartir sur la même chose. C'est plutôt simple. Donc, on est parti sur une Media Query qui s'appelle Screen Spanning, avec plusieurs valeurs possibles. La première qui est le single fold vertical, quand vous avez sur la partie gauche les écrans sur un axe horizontal, et le single fold horizontal quand vous avez l'écran sur un axe vertical. Vous allez me dire, ça n'a aucun sens. Ça en a un, c'est juste que c'est par rapport à la charnière. Donc le fold, c'est la charnière. Finalement, le single fold vertical, c'est quand la charnière est verticale, et l'horizontal, c'est quand elle est horizontale. Je vous montre ça, vous verrez que ça, c'est déjà plus qu'il y a dans les specs, mais c'est ce qui marche dans les navigateurs. Encore une fois, il y a un temps de décalage. Et on a aussi des variables d'environnement, parce qu'il y a des devices comme par exemple le Surface Duo, où finalement on a deux écrans. Et dans les variables d'environnement, si vous avez déjà utilisé en CSS, ça s'utilise avec le petit env. On a donc la variable fold left qui va vous donner les coordonnées de la fin de l'écran de gauche. Vous avez le fold height qui va vous donner la hauteur de l'écran ou du viewport. Et vous avez le fold width qui va vous donner la largeur de la charnière. Donc il peut être à 0 si vous êtes sur un écran qui se plie, ou qui peut être de plusieurs pixels, en l'occurrence si c'est un téléphone comme le Surface Duo. Et on verra que c'est très important de le prendre en compte. Donc ça, effectivement, c'est ce que je vais vous montrer dans la démo. C'est pour ça que je vous les montre, mais les retenez pas. Parce que dans les spécifications, ça a déjà changé. Voilà, je vais juste montrer pour que vous compreniez la démo. Vous dites, le mec, il a dit un truc et il code autre chose. Voilà, c'est ce qui est implémenté aujourd'hui dans les navigateurs. J'ai testé tout à l'heure parce que c'est la malédiction de ce talk, c'est que potentiellement un jour je vais me pointer devant une audience et la mise à jour aura lieu 1 heure avant de Edge et ma démo ne marchera plus. Mais voilà, c'est ce que vous allez voir dans la démo. Mais aujourd'hui, on a changé les Media Query dans les specs, donc pas encore implémenté. On est parti sur quelque chose qui était beaucoup plus flexible. En l'occurrence, si vous voulez avoir le comportement de gauche, donc c'est pour avoir une interface qui s'adapte à ce comportement-là, ça va être un Media Query avec un horizontal viewport segment de 2. Donc on a deux viewports sur
sur le segment horizontal, et un vertical viewport segment de 1, donc de 1 sur le vertical. Et l'inverse sur la droite, vous avez horizontal 1 et vertical 2. Et c'est beaucoup plus flexible parce que finalement, on parle avec des chiffres et on peut imaginer des viewports comme ça avec une media query qui dit bah, horizontal viewport segment 2. Je veux 2 viewports sur le segment horizontal. Et vertical viewport segment 2 avec 2 aussi sur le vertical. J'ai aucune idée comment un truc comme ça pourrait se plier dans une poche. C'est voilà. Mais l'idée, c'était quand même de se dire on va faire quelque chose qui est beaucoup plus flexible. Si jamais demain, on a des cas d'usage avec des écrans qui pourraient ressembler à ça, au moins, voilà, au moins c'est prévu. Ça, c'était pour le CSS, ce qui est en général ce qu'on utilise effectivement quand on fait du responsive design, hein, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et des fois, on veut pouvoir modifier ou avoir un comportement en fonction du device, mais qu'on veut le piloter avec du JavaScript. Donc côté JavaScript aussi, il y a des choses. Vous avez une méthode getWindowSegment sur l'objet window, qui va vous permettre de récupérer la liste donc des segments, qui sont en fait des viewports, ou des écrans sur un téléphone. Je vais des fois faire l'erreur de dire écran, alors qu'on parle de viewport. C'est comme sur votre ordinateur, hein. Peu importe la taille de votre écran, finalement c'est en fonction de la tête de la fenêtre que ça s'adapte. Parce que sur un téléphone, en général, ça fait la taille de l'écran. Donc voilà, ça c'est ce qu'il y aura dans la démo, mais c'est plus qu'il y a dans les specs, hein. Savoir, pour la petite histoire, comment ça marche, en tout cas au comité ECMA ou W3C, c'est que tout est public, c'est sur GitHub. Vous pouvez voir les agendas des réunions, les comptes rendus des réunions, toutes les discussions. C'est pour ça que moi, j'en fais pas partie du comité, mais je regarde beaucoup ce qui se passe. Et vous pouvez aller commenter les issues sur les spécifications, sur des exemples, etc. Et du coup, tous les feedbacks sont écoutés. Donc vous pouvez y aller, lire, même vous donner votre avis. Et du coup, ils écoutent beaucoup le retour des utilisateurs et de la communauté pour faire avancer les specs. Donc ça, c'est ce qu'il y aura dans la démo. Oubliez-le, c'est plus ce qu'il y a dans les spécifications. Dans les spécifications, on est parti sur un window.visualviewport.segments. Visual Viewport, c'est un objet dans Windows sur lequel il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment. On y met pas mal de choses un peu fourre-tout. Donc c'est plus une méthode, donc c'est carrément un objet qui existe. Et on va récupérer du coup toujours, dans ce cas-là, des segments sur des viewports. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec? On va pouvoir, par exemple, savoir le nombre de viewports qu'il y a. Donc je vais faire un test, hein. Si jamais je suis sur un screen segment de 1, c'est que j'ai qu'un seul écran. Ou alors j'ai deux écrans, mais il faut savoir que quand je le retourne comme ça, j'ai un écran qui s'éteint et un écran qui marche. Donc là, je suis sur un seul viewport dans l'application et deux si je l'ouvre. Et puis si j'en ai plusieurs, je vais pouvoir savoir que j'ai plusieurs viewports et je vais pouvoir même du coup boucler dessus. Et pour chacun des viewports de mon navigateur, avoir sa position, sa hauteur et sa largeur, et puis m'amuser avec. J'ai mis une petite image là pour vous montrer quelque chose que c'est pas forcément évident. C'est pas parce que moi j'ai deux écrans qui ont la même taille que les viewports sont forcément de la même taille. Donc il faut toujours regarder quand même, on peut avoir des viewports de tailles différentes, même sur un device comme ça. Et c'est pour ça que j'ai mis ce petit exemple là, parce que quand vous êtes à la verticale comme ça, vous avez toujours la fenêtre du haut dans votre navigateur où il y a la barre d'adresse par exemple. C'est que le viewport d'en haut sera plus petit que celui d'en bas. Donc là, pas partir du principe qu'on a la taille d'un viewport et que c'est la fête, ils font tous la même. Même sur un device où les écrans sont les mêmes, vous avez toujours ça. Une autre API qui est cool, qui est encore plus expérimentale, c'est la Device Posture API, qui vous permet d'avoir des comportements en fonction de l'angle de pliure de votre device. Donc il y en a 6 qui sont définis, hein. Vous avez celui, je vais mettre la caméra, vous voyez mon truc. Vous avez celui donc à plat, vous avez celui en mode laptop où vous êtes plus ou moins à 90 degrés, vous avez celui en mode book qui est un peu comme ça. Vous en avez un qui est sympa, qui est le mode tente, qui est comme ça, donc on pourrait imaginer, mais on peut imaginer des applications qui s'adaptent dès qu'on est comme ça, avec une partie là où il y a quelqu'un qui parle et l'autre partie en face où quelqu'un pourrait regarder. Donc par exemple pour faire, je sais pas, des applications de slides, etc. Donc c'est des choses avec lesquelles on pourra jouer. Et comment on joue avec? On a du coup du JavaScript, hein. On a le navigator.deviceposture.type qui va vous renvoyer soit laptop, soit book, donc qui va vous renvoyer, c'est un enum finalement. Et on peut mettre un événement sur le device posture qui nous dit dès que ça change. Et je ne sais pas si vous l'avez vu sur le schéma avant, mais c'est en fonction du degré de pliure. Et puis on l'a aussi sur des media queries, hein. Par exemple, il y a un exemple que j'aime bien, qui est celui-là, qui est plutôt sur un Galaxy Flip, donc celui qui ressemble à ça, qui se plie en deux. Par exemple, vous avez une application de visioconférence. Vous l'avez quand vous êtes en téléphone comme ça, vous avez envie que la personne qu'on voit soit le plus grand possible, hein, comme à gauche, et les boutons en bas soient en plus petits. Et finalement, quand on le plie, on va le mettre sur un mode plus laptop. Donc d'où la media query au début.
au-dessus, donc device posture laptop avec un fold horizontal, donc qui serait plus du coup comme ça. Là, on va se dire, on ne veut pas que la tête de la personne elle soit pliée en deux, donc on va juste la mettre sur le dessus et mettre les boutons plus en gros sur le dessous. Donc voilà, on peut avoir ce genre de choses. On verra à la fin que device posture, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui à tester parce que c'est pas encore vraiment implémenté. Ok, c'est cool pour les slides. Je vais vous faire un peu de démo du coup. La démo, je vais vous montrer potentiellement plusieurs démos. Tac, hop, si j'ouvre mon navigateur. Dans les démos sympas que je peux vous montrer, là c'est une application, ça on s'en fiche, c'est une application de photos donc, que j'ai sur la gauche là. Et finalement, quand je clique sur une photo, elle s'ouvre. Vous voyez, un espèce de petit pop-up par-dessus. Je peux aller voir mes photos. Si jamais je passe sur deux écrans, finalement, j'ai une Media Query là qui va s'appliquer. Et je peux avoir une application avec donc la liste des photos sur la gauche et la photo qui s'affiche sur la droite. Donc ça, c'est le genre d'application qu'on peut adapter en fonction de l'écran. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme démo? J'en ai une qui est sympa, que je vais mettre sur un écran. J'en ai une qui est sympa aussi. C'est un jeu de bataille navale. Donc si vous n'avez pas une super résolution, mais si je clique sur New Game, là il va me dire, vous voyez pas, mais il dit que globalement il marche pas si jamais il n'y a pas deux écrans. Bon, je pense que c'est. Ouais, ça c'est la résolution, je pense, de la caméra et de la vidéo proche qui est ensemble. C'est comme vous voulez. Ok, bon. Bon, là, il me dit que globalement, effectivement, il marche pas sur un téléphone qui a qu'un seul, un seul écran. Donc, si je le mets sur deux écrans, là, on va retrouver le jeu de bataille navale auquel on jouait quand on était gamin et qu'on peut effectivement jouer en mode plus comme ça, qui ressemble effectivement à ce à quoi on jouait. On a la vue d'un côté et puis l'autre côté, la personne qui est en train de couler mes bateaux, d'ailleurs. Donc voilà, moi, je vais vous faire une démo. On va pas recoder le bataille navale tout de suite, hein, parce que les pizzas arrivent dans 20 minutes. Moi, j'ai une application, je vais baisser un peu la luminosité quand même, pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, j'ai une application, il y a 4 carrés. Donc vous voyez qu'il y a le même comportement quand je suis en un écran, deux écrans, quand je suis dans ce sens-là, ou quand je suis dans ce sens-là, l'application est la même. Donc c'est comme sur desktop, comme sur mobile, etc. Mon application, à quoi elle ressemble? C'est une application assez simple, hein. J'ai un fichier HTML. Voilà, c'est mieux. J'ai un fichier HTML très très compliqué, effectivement, dans lequel j'ai, ce qui est en bas on s'en fiche, mais j'ai 4 box, donc avec une classe bleue, jaune, rose et vert. Alors la rose qui est en fait rouge, parce que sinon vous voyez pas l'application, mais voilà. Et chacune a un sélecteur CSS, donc j'ai une classe bleue qui en fait, pour chacun c'est un carré de 100 par 100, et chacun de ces éléments, chacune de ces divs a un background qui correspond à bleu, jaune, rose ou vert. Donc rien de bien sorcier jusque-là. Et j'ai mon site. Alors si je vais voir, j'ai mon site qui est lancé, tac, qui est là. Si vous ouvrez les DevTools de votre navigateur, on va un peu zoomer dedans, tac. Plusieurs choses. La première, c'est vous avez toujours là la possibilité de tester sur différents devices. Vous avez la possibilité d'avoir des foldable devices. Donc en l'occurrence le Surface Duo et le Galaxy Fold. Pour ça, il faut aller dans les options des DevTools. Vous avez un petit truc là, Experiments, et cocher le Emulation Support Dual Screen Mode, ce qui va vous faire apparaître du coup les Surface Duo et Galaxy Fold et qui va vous permettre de faire des choses. Bah, il est où? Ah, de faire des choses sympas pour voir à quoi ça ressemble l'application du coup quand il y a deux écrans, quand je la mets dans l'autre sens ou quand je ferme l'écran. Voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, côté code. Côté code, ok. Tac. Je vous ai mis le code directement là, vous voyez, c'est cool. Je vous ai créé une Media Query là, donc qui est sur le Screen Spanning Single Fold Vertical. Donc la première qu'on a vue qui est plus celle des specs, mais qui est celle qui marche dans le navigateur. Dans laquelle j'ai recréé des comportements pour les sélecteurs CSS, des règles CSS, voilà.
Et d'un seul coup, si jamais je passe mon téléphone avec les écrans ouverts, je vais avoir mon interface qui va complètement changer. D'ailleurs, je vais vous enlever celle-là pour l'instant. Tac. Et donc, si vous regardez là, donc j'utilise les variables d'environnement. Par exemple, le petit carré bleu là, je lui dis que je veux que donc calque, c'est pour faire des calculs en CSS. Hein, que je veux prendre donc la variable environnement fold left, donc qui va être la taille de l'écran de gauche, moins 100 pixels, qui est la taille du carré bleu, ce qui fait qu'il va arriver à la fin de l'écran, moins 100 pixels, donc il va se mettre juste en haut à droite là. Vous avez des choses sur le jaune, où là c'est un peu plus compliqué, donc en largeur, je lui dis que je veux prendre la taille complète de mes viewports, moins la taille de l'écran de gauche, moins la charnière, donc au final ça me renvoie juste la taille de l'écran de droite. Hein. Et par rapport à la gauche, effectivement, je veux qu'il soit positionné avec l'écran de gauche plus la charnière, ce qui fait qu'il va prendre juste la taille ici. Le rose, il fait juste la taille de l'écran de gauche. Le vert est intéressant parce que vous voyez que donc, je lui demande de faire la taille par rapport à la gauche, donc il est en absolute, je veux qu'il soit sur la taille de l'écran de gauche plus le fold, ce qui fait qu'il va atterrir ici. Si jamais vous avez décidé que la variable enfold elle servait à rien parce que la charnière on s'en fichait parce que des fois les écrans ils se touchent, savoir que ça va ressembler à ça. Vous allez perdre une partie de votre écran vert. Donc si vous avez du texte par exemple, les personnes ne verront pas le texte. Si vous avez une image, les personnes ne verront pas forcément l'image. Donc il faut bien penser, même s'il est égal à 0, à la charnière. Et puis bah là j'ai mon image comme ça. Par contre, si je le tourne, je retombe sur la media query qui n'existe pas, donc, parce que moi j'ai fait une media query pour le fold vertical. Donc je retourne sur l'interface que j'avais par défaut. C'est là qu'intervient la deuxième media query, donc avec un single fold horizontal. Et finalement, là, vous allez pouvoir avoir un comportement du coup différent encore. Ce qui fait que si je suis sur un écran, j'ai ça. Je suis sur deux écrans, j'ai ça. Et si je suis sur deux écrans dans l'autre sens, j'ai encore un troisième comportement. Ça fait 3 CSS à écrire, je sais. Mais il n'y a que le CSS qui change. C'est un peu la magie des media queries. Pour montrer à quoi ça ressemble sur le téléphone, globalement, c'est la même chose. Là, j'utilise les Remote Development Tools. Je vous montre juste après comment ça marche. Mais du coup, si je suis sur un écran, vous voyez, je suis comme ça. Si je suis sur deux écrans, j'ai donc ce que je vous ai montré. Et puis, si je passe dans l'autre sens, vous avez effectivement le troisième comportement que vous pouvez voir ici. Ouais, les DevTools n'ont pas exactement le même comportement. Mais ça, j'en parle juste après, les moyens de tester. Donc, les DevTools, effectivement, c'est un bon moyen de tester. C'est pas le seul. Je voulais vous montrer aussi... côté JavaScript, ce qu'on pouvait faire, j'ai bien fait de ne pas faire mes trucs parce que ça, j'ai pas besoin de réécrire le code que j'ai écrit tout à l'heure. C'est plutôt cool. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, j'ai un event listener que vous avez ici, sur l'événement resize de mon téléphone et finalement qui va, dès qu'une fenêtre est resizée sur votre browser, ou alors moi, dans l'occurrence, quand je passe sur deux écrans ou que je tourne mon téléphone, qui va être déclenché. Et je vais appeler une méthode print_window_segment qui va utiliser l'ancienne API qui est plus dans le draft mais qui est implémentée dans le navigateur encore une fois, où je vais récupérer mes viewports, donc mes segments, et là je vais utiliser donc console pointable. Console pointable, si vous ne connaissez pas, ça permet de, quand vous avez du JSON, que ça renvoie du JSON, quand vous avez du JSON qui est formaté, un tableau de JSON où tout est formaté pareil, ça va vous sortir un tableau, ce qui est quand même plus lisible. Et du coup, en ayant ça, si je vais voir ma console, vous voyez que j'ai mon Surface Duo là, j'ai mes deux écrans qui sont bien identifiés. Si jamais je passe sur un seul écran, vous voyez que j'ai plus qu'un seul écran qui a cette dimension. Si jamais je tourne, j'ai toujours qu'un seul écran. Si jamais je passe sur deux viewports, j'ai bien mes deux écrans. Et du coup, on peut après jouer avec ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, faire une boucle dessus, etc. Pour vous montrer un petit peu du coup sur le téléphone, donc ça c'est les DevTools. Vous pouvez utiliser les Remote DevTools. Donc, ce que je vous ai montré, finalement, j'ai le comportement de mon application locale sur le téléphone, comme je vous ai montré. Je modifie mon code là, je le vois sur mon téléphone, mais ça permet aussi de débugger ce qu'il y a sur votre téléphone, ce qui marche mieux. Là, par exemple, j'ai tous les onglets qui sont ouverts hein, sur mon téléphone. Vous avez le Battleship, etc. Et vous avez la possibilité d'ouvrir les DevTools de ce qui tourne sur votre téléphone, mais sur votre laptop. Ce qui fait que là, si jamais je passe dans l'autre sens, vous voyez mon écran qui bouge là. Si jamais je ferme mon écran, vous voyez que j'ai plus qu'un seul écran là qui s'affiche. Donc là, j'ai le comportement de mon téléphone que je peux voir dans mes DevTools ici. Et d'ailleurs, vous le voyez parce que finalement, là, je suis sur un seul écran.
j'ai bien mon JavaScript qui s'est déclenché. Si jamais je suis sur deux écrans, j'ai bien, hop, si je le mets sur deux écrans, mon JavaScript qui se déclenche, donc j'ai bien mes deux écrans. Et pour vous montrer le petit exemple de tout à l'heure, quand je passe dans l'autre sens, vous avez toujours deux écrans. Et vous voyez qu'ils ils vont avoir tous les deux la même largeur. Il y en a un qui est plus haut que l'autre parce que sur l'écran du haut, j'ai ma barre d'adresse de mon navigateur. Donc voilà, bien prendre ça en compte. Voilà pour la petite démo. Les pizzas sont arrivées, donc je vais plus besoin de combler. Euh, Vite fait pour le développement, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous ai montré qu'il fallait activer pour l'émulation dans les DevTools pour les Foldable Devices. Il y a aussi un flag à activer. Donc vous allez dans edge://flags ou chrome://flags. Et c'est celui qui s'appelle Experimental Web Platform Picture. Vous l'activez pour démarrer votre navigateur. Et vous pouvez après du coup jouer avec tout ça. Ce qui est plutôt cool. Donc voilà, ça c'est pour sur votre navigateur. Après, il y a un vrai émulateur aussi Surface Duo qui vient avec Android. Vous avez l'émetteur d'Android, il y a une image pour Surface Duo qui vous permet de faire des trucs bien plus sympas. Et d'une, ça reprend le comportement parce que c'est un vrai navigateur qui est installé dessus. Et vous pouvez jouer aussi avec la Device Posture. Device Posture aujourd'hui, elle ne marche pas sur les devices pour la simple et bonne raison que elle est implémentée dans les navigateurs en partie. Mais aujourd'hui, l'OS n'envoie pas l'information au navigateur sur la pliure de l'écran. Donc votre Edge, votre Chrome ne reçoit pas l'information de l'OS de savoir quel est le degré de pliure de l'écran. Et du coup, mais vous pouvez jouer dans l'émulateur Android, vous pouvez jouer avec, vous voyez là sur la droite, hein, vous pouvez mettre les différentes postures, les degrés, etc. Vous pouvez jouer, c'est sympa. Et du coup, côté JavaScript ou CSS, ça marchera. Donc je recommande d'utiliser ça, même si c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Si vous n'avez pas de device, le device, c'est encore plus simple. On parlait de polyfill un peu, parce que à part le flag et les specs qui changent, est-ce que vous pouvez tester ça sans que les personnes aient besoin d'activer les flags? Ouais. Les polyfills aujourd'hui, ça marchouille. Pareil, ils ne sont pas forcément toujours à jour. Aujourd'hui, c'est des polyfills sur la version des navigateurs et pas forcément du draft. Et à quoi ça ressemble l'état des polyfills? Alors, tout ce qui est CSS panning, Windows Segment, ça marche derrière un flag, d'où la petite pipette. Pour l'implémentation. Et les polyfills, par contre, eux, ils marchent bien, il n'y a pas de problème. La device posture, l'implémentation, elle ne marche pas parce que je vous ai dit que le device n'envoyait pas l'information au navigateur. Derrière les polyfills, ça marche. La petite main levée, ça marche, mais comme vous n'avez pas l'information du device, en fait, c'est à vous d'aller dans la console des DevTools, d'aller setter à la main les degrés pour faire des tests. Donc soit vous implémentez un petit widget qui en plus permet de faire des tests sur votre application, soit vous allez le mettre à la main dedans. Mais moi, vous pouvez faire des tests avec ça. La Viewport Windows Segment, tout ce qui est dernières API, c'est pas implémenté. Je vous ai dit, c'est encore en draft et c'est pas non plus dans les polyfills. Voilà. C'est très expérimental tout ça, je vous avais prévenu. Attends, merci beaucoup. Je vous mets, vous avez les liens vers ces slides-là ici. Je vous encourage aussi à aller voir ce lien-là. Je vais les tweeter les slides juste après, comme ça vous pouvez les voir. Je ne sais pas s'ils retweeteront si vous voulez les trouver facilement. Globalement, ce lien-là, vous avez des choses sympas sur la documentation. Vous retrouvez la démo que je vous ai montrée là. J'ai un collègue qui a fait aussi des composants Angular directement pour avoir des composants normaux, des composants pour foldable. Vous avez là la galerie photo que je vous ai montré. Vous avez le bataille naval. Tout ce qui est information sur les media queries. L'explainer qui était... On m'a coupé l'écran, c'est ça? Ah. Vous avez l'explainer, je ne sais pas si c'est qu'un explainer, c'est en général ce qui a lancé les specs à la base. Ça, c'était la première idée des gens qui se sont dit, ça serait sympa de faire un truc. Et donc, vous pouvez aller voir tout ça, c'est intéressant. Vite fait pour montrer les démos de choses qu'on peut faire, parce que encore une fois, c'est l'expérience utilisateur qui change hein, foncièrement. C'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que notre site s'adapte. Vous avez la galerie photo, je vous ai montré, que mon collègue a refait en Angular d'ailleurs avec son composant. Vous avez le bataille naval qui marche aussi du coup sur les ordinateurs comme ça. Donc c'est assez rigolo. Vous avez des sites de news comme ça qui vous disent, c'est plutôt la vue par en fiche, je sais pas comment on dit, voilà, où vous avez les listes à gauche et les détails, master detail, je crois que ça s'appelle, ce genre de vue. Et dans les choses auxquelles j'avais pas pensé moi à la base, c'est tout ce qui est jeux vidéo.
Et finalement, c'est plutôt cool d'avoir une vue où on a les commandes vers le bas, alors que c'était les premiers qui ont expérimenté, hein, les consoles. Finalement, j'avais pas pensé à ça là-dessus, pour avoir ce genre de manette dessus. Et à chaque fois que je vois des nouvelles démos de gens qui ont eu des idées, je me dis, mais carrément, en fait, c'est super intelligent de repenser l'interface utilisateur comme ça. Donc, bosser avec vos UX designers, je pense ils auront des idées. Et puis voilà, merci beaucoup. Et puis si vous avez des questions, je pense qu'on peut en parler autour des pizzas. Sinon, sur Twitter, je réponds aux messages, n'hésitez pas à m'écrire. Puis si vous voulez voir un petit peu le device, à quoi ça ressemble, n'hésitez pas à venir me voir sans avoir les doigts pleins de graisse de pizza. Merci beaucoup. Et tu m'as dit de tenir jusqu'à 30, il est 25. Et les pizzas sont arrivées. Je peux débrancher? Ah oui, je peux prendre les questions maintenant pendant que les pizzas refroidissent. Vas-y. J'ai aussi qu'il y a une bibliothèque qui s'appelle AndroidX.window pour Android pour par exemple savoir s'il y a plusieurs écrans, s'il y a un espacement et s'il y a des charnières et quel est l'angle. Et je me demandais si en fait cette bibliothèque, parce que AndroidX en général ça marche aussi sur les anciennes versions Android, est-ce que ça permettrait pas à, si on prenait le temps de le faire, à Chrome et à Edge, du coup d'avoir l'information de l'angle, ou est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas d'API du tout dans le système que même AndroidX Windows puisse utiliser, qui fait que aujourd'hui on ne peut pas l'avoir? J'ai aucune idée de la réponse. Ah oui, est-ce que il y a des choses comme Android X, comment t'as dit? AndroidX.window. Android X.window qui permettent d'avoir des informations sur effectivement sur le device, sur les fenêtres, etc. Est-ce que le navigateur pourrait pas utiliser ça pour envoyer l'information? J'en ai aucune idée. Je suis pas développeur Android, moi je suis développeur web. J'ai fait de l'Android à une époque, mais à une époque où Android était 6 versions en dessous. Pour la petite information, là on parle de web. Le web effectivement ça évolue très lentement parce que faut prendre en compte le fait que qu'on peut pas le casser après. Sur Android, c'est déjà possible de développer des applications natives qui supportent ça. Je vous ai mis un article de blog parce qu'on a beaucoup chez Microsoft travaillé avec Google sur Flutter pour faire en sorte qu'il y ait les API aussi dans Flutter. Donc là, j'ai retrouvé l'article de blog en tapant juste Flutter Surface Duo sur votre moteur de recherche préféré. Et du coup, c'est des choses qui marchent pour les applications natives par contre. Où là, c'est beaucoup plus stable parce qu'on s'en fiche un peu plus de casser d'une version sur l'autre et que c'est loqué par un. Bah, une fois que l'application est compilée, enfin, on peut la compiler pour plusieurs devices. Le web, on peut pas. Enfin, c'est beaucoup plus. Il y a plus de monde à prendre en compte, plus d'avis à prendre en compte avant de stabiliser. Mais voilà, je vous ai parlé du web, c'est expérimental, c'est beaucoup moins expérimental quand vous faites du natif. Ok, bah c'est cool de voir qu'il y a des API comme ça qui sont sur web. Je savais pas du tout. Moi, je pensais que tu allais parler d'Android et en fait, mais j'ai peut-être pas assez regardé tout le descriptif. Non, ouais, alors depuis j'ai changé le titre de mon talk, d'ailleurs je te l'ai proposé où j'ai rajouté web dedans. Oui, c'est le site web qui a cassé, c'est pas l'application. Voilà, c'est mon application web, j'ai changé maintenant quand je propose en conf. Non, mais pour Tour Tech quand je l'ai proposé. Là c'est application web. Parce qu'effectivement, je me suis rendu compte que les gens pouvaient penser que je parlais d'Android, mais non, je parle de web. Mais c'est écrit fallait effectivement. Dans la description, c'était écrit. C'est intéressant quand même. Le web app. Les questions sont devant parce que l'odeur de l'épisode n'est pas encore arrivée devant. Est-ce que tu as moyen de savoir typiquement si tu es sur un device avec deux écrans, imaginons que ta fenêtre ouverte sur une seule partie de l'écran, est-ce que tu as quand même moyen de savoir par exemple que c'est un device avec deux écrans et que tu es situé sur la gauche? Non, parce qu'en fait, encore une fois, c'est les viewports qui sont détectés Ouais. et pas les écrans. Mais du coup, ils n'ont rien prévu côté API pour implémenter ça. Typiquement, si tu voulais faire un use case avec deux fenêtres du même site, gauche-droite. Alors ça, j'ai eu les questions des gens qui disaient ouais, mais si jamais j'ai un écran déporté, est-ce que je peux savoir et tout? Mais en fait, du coup, c'est même deux fenêtres, c'est deux instances du site et deux fenêtres. Ouais, c'est un c'est peu ça. comme les media query, tu les fais pas sur deux fenêtres. Ouais, alors là, on parle dans des trucs un peu plus effectivement. Franchement, faire du WebSocket qui synchronise des media query et tout, je pense qu'il y a des trucs rigolos. Tu vas me donner des idées, des trucs à faire. Est-ce qu'on peut simuler ce genre de choses avec un WebSocket qui est. Bref. Ah ouais? C'était une console. Je joue pas trop aux jeux vidéo, donc c'était une console.
Bah, il y avait un. Là où tu vas taper un vaisseau sur l'autre et tu branches le téléphone, c'est un jeu. Ouais, ça marche avec l'infrarouge, comme les échanges de Pokémon avec les infrarouges, ils savaient. Non, mais c'est pas impossible. Autre chose, est-ce qu'en regardant les specs, tu as croisé quelqu'un qui s'est dit tiens, si les constructeurs s'amusent à mettre des notches partout, est-ce qu'on va adapter l'API ou pas? Non, je crois pas, Parce non. qu'ils vont le faire, hein, mais. Euh, des notches partout. Euh, Alors, il y a des vraies discussions et des API pour tout ce qui est notch, effectivement, déjà, de base. Après, dans celle-là, non, j'ai Ouais, pas parce que vu. pour l'instant, elle gère qu'un seul notch, Ouais. c'est pas terrible, quoi. Il y a des téléphones qui en ont plusieurs? Ils ont plusieurs notches. Ouais, il y en a qui ont. Il y avait un OnePlus, il y avait un notch en haut, un notch en bas. Mais du coup, le notch en bas, il fait un peu partie de la barre de navigation. Donc, tant qu'on n'est pas en pleine. Et ils faisaient quoi le deuxième? C'est aussi pour une caméra le deuxième? Ah, franchement, ils mettent dessous, quoi. Le haut-parleur stéréo. Ok. Non, bah j'ai pas vu ça, non. Il y a beaucoup de choses. Si vous allez voir sur faut les boîtes que tu peux lancer. En mousse là. Non, mais il faut aller voir sur le GitHub. Ça avance assez vite parce qu'il y a beaucoup de gens. Enfin, vous avez des issues des fois où il y a 600 réponses dessus. Enfin, ça peut aller très vite. Il y a beaucoup de choses à voir. Moi, je peux pas voir toutes les issues. Je lis les comptes rendus en général des meetings qui se passent tous les mois ou ça dépend. Où il y a déjà pas mal de choses et des liens vers les issues qui sont intéressantes à suivre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Bah, je vous en prie. Merci à vous pour l'accueil. Merci au mug,